Eh oh, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le Charlie Fimbi 500, mais ça, tu le sais déjà. Sarcel représente, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Rigo, take a seat now. We doing our shit together, my nigga. Todo la kisa bino nzela. PDG, let's get it, my nigga. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeHustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier, honoré de recevoir un producteur, un entrepreneur, un ghostwriter, my homeboy, living legend, l'homme que l'on nomme Passy, Take a seat. l'Altesse double S. Salut Chairman. Comment on va, Passy? Bien ou quoi? Ça va très bien, big bro. Ben moi je suis content d'être là. Sache que nous Et sommes... félicitations pour ce que tu fais. Merci, sache qu'on est honoré de te recevoir. Tu sais, on vient du même coin. Ah. Donc tu connais. Je suis d'autant plus honoré. Dis-moi, Issa, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas? Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Passy, artiste, producteur et je fais acteur, éditeur et plein de choses encore. Je viens du 9-5-200, ma famille, ministère amer, secteur A, Bissot et plein de choses, plein d'albums produits, plein de projets, etc. Voilà, PASSI, 30 ans d'activité, un peu plus même. On développera ici, on a tout le temps chez WeHustle, Passy. Dis-moi, avant de développer sur toutes tes casquettes, toutes tes activités, moi je voudrais qu'on fasse un flashback sur ton enfance au Congo. Tes souvenirs, parce que tu es arrivé très jeune ici, mais tes souvenirs. Je suis arrivé à l'âge de 7 ans en France, mais c'est vrai que mes débuts, c'était au Congo. Donc Brazzaville, Congo, famille de 6 enfants à l'époque. Après, j'ai un petit frère, donc on est devenu 7. Et ouais, une enfance heureuse, entourée des tantes, des cousins, des amis. C'est vrai que quand tu es au Congo, tu es pas juste l'enfant d'une famille, tu es l'enfant d'un quartier. C'est ça. Donc, tu appartiens à toute la rue. Et voilà, je passais de main en main, de famille en famille. Donc, vraiment, une jeunesse assez heureuse parce que beaucoup de frères et sœurs, mes parents se bougeaient bien. Il y avait, voilà, et mes parents, même aujourd'hui, je réfléchis. Mais mes parents ont quand même eu les coronesses de prendre leurs 6 enfants, de les emmener ici en France, de les inscrire aux écoles, de trucs. Aujourd'hui, tu aurais 6 enfants déjà, et tu les prendrais pour aller vivre au Canada, aux États-Unis, n'importe où, les inscrire, etc. C'est vraiment un vrai taf. Donc, oui, les gens oublient ça souvent. Je pense que mes parents avaient une bonne situation en Afrique, et quand on arrive en France, même si on est en banlieue ou autre, on est quand même des fils de bonnes familles africaines. Bien, excellent. Et c'est quoi, t'étais dans des ghettos à Brazza ou pas forcément? Non, j'étais à l'OCH. L'OCH, c'est à côté de l'hôpital général. C'est un quartier un peu central. Non, d'accord. Et même, je me rappelle, le Congo de l'époque était un Congo, franchement, un peu brillant. D'accord. Je me rappelle, même après, je suis retourné, tu sais, en famille nombreuse, tu pouvais pas aller en vacances chaque année. C'était 2 par 2, donc c'était tous les 2 ans ou 3 ans. On connaît ça. Voilà. Donc, quand j'y suis retourné à 12 ans, à 16 ans, à 18 ans en vacances, etc., je me rappelle que le Congo, c'était... tu voyais des voitures au Congo qu'il n'y avait même pas en France. Ah ouais. T'allais chez des gens, parce que faut pas oublier que le Congo, c'est une petite Suisse, un pays où il y a aujourd'hui 5 millions d'habitants, qui fait un tiers de la France avec des réserves de pétrole, etc., etc. On est vraiment... Donc, quand quand le franc CFA n'était pas encore dévalué comme il l'est aujourd'hui. Il faut le dire. Les Congolais avaient quand même une bonne vie. Que je me rappelle, ma mère me disait, cet après-midi, on va voir les tantes. T'allais voir une tante, j'allais chez elle, elle te faisait à manger, tu mangeais. Tu sortais, t'allais voir l'autre aussi, elle insistait pour que tu manges. Tu vois, c'était vraiment un Congo festif. Tu allais tel bar. Tu voyais la voiture du président, tu voyais le président là-bas en train de danser avec sa femme et tout. C'était vraiment un Congo avant conflit.
D'accord. avant les conflits qu'il y a eu en 96, 95, 96, dans cette période-là. Ouais, le Congo était vraiment un Congo fleurissant et il faisait bon vivre. D'accord. Bon, bah, ça, c'est excellent, Issap. C'est excellent. Là, 79, t'arrives à Sarcelles. Les premiers pas, on veut tout savoir. Qu'est-ce que ça te fait déjà, le choc culturel? C'est chaud. J'arrive en septembre, je sais. On arrive, on est en boubou. Non, mais c'est vrai. On arrive en boubou sur Dalette. On voit un truc au début. On a un oncle qui nous héberge, etc. On trouve vite un appartement. Le premier appartement qu'on trouve, c'est aux Flanades. Sur une des tours des Flanades. Exact. On habitait au 16e étage sur la tour des Flanades. Donc, on est là. Je me rappelle la maison, les chambres. Je me rappelle le premier Noël que j'ai fêté là-bas. C'était quasi, on n'avait pas encore acheté les meubles et tout, donc on dormait sur des matelas. Ma mère s'est débrouillée pour nous faire un repas. Tu sais, il n'y avait pas de cuisinière. Bien sûr. Tu vois, je me rappelle de ça. Et j'ai bougé de cette tour des Flanades parce qu'on était au 16e et au 17e, il y avait eu un meurtre. Un truc, donc ça, mes parents ont pris peur, etc. Et on est parti, on a trouvé l'appartement à Lochère. Ma mère, elle disait que c'était mieux parce qu'il y avait le gymnase Mermoz derrière, l'école Mermoz juste à côté, Gallois pas loin pour les un peu plus grands, tu vois. Carrément. C'était, voilà, donc on est arrivé à Lochère et Sarcelles, c'était pas encore Kaira, il y avait pas encore de bande, il y avait pas encore de truc, mais il y avait quand même déjà l'ancienne, c'est une cité dortoir. Les réputations des blousons noirs, tel chinois qui fait du kung-fu, il a frappé un tel, les rockers, les je sais pas quoi, les trucs, tu sais, même les anciens, tous les anciens, les Johnny Hallyday, les Alain Delon, c'était des Kaira aussi. À l'époque, c'était des blousons noirs, des gourmets, en moto, tu vois. Il y avait déjà une réputation de cité dortoir, quoi, etc. Donc, on a grandi là-dedans. Et puis, il y a eu l'arrivée de la mouvance urbaine, l'influence américaine, les bandes en même temps que le hip-hop, etc. Et nous, voilà, on était, je pense que dans les premiers, tu sais, dans les premières petites bandes, dans les premiers trucs, on commençait à écouter du rap, on a commencé à breaker, tourner sur la tête, etc. Il y avait toute cette mouvance qui venait des États-Unis. Et avec cette mouvance, il y a un film qui a fait du mal. Il y a Colors qui était passé. Colors. Oh là là. Tous mes anciens me parlent des Colors. Mais c'est simple, après Colors, chacun devait déclarer sa bande. Tu vois, nous, je me rappelle, nous, on était les TAB. Au début, c'était The Athletic Breaker. D'accord. Et après, c'est TAB, c'était, les TAB, c'était devenu, même ceux qui breakaient pas TAB, c'était devenu comme comme une gang, ou les mecs du carré, ou un truc comme ça. Donc, ouais. Il y avait à chaque fois 3 lettres. TAB, tout le temps. TAB, The Athletic Breakers. Ouais. Stomy, c'était quoi, Stomy? Stomy, il était dans les B-Boy Gang. B-Boy Gang. À Garges. Garges, Sarcelles, c'était la connexion. C'est la famille, c'est la famille. Quel genre d'élève t'étais? Parce que, voici, on a des gens en commun. Et tout le monde te qualifiait comme étant la tête pensante, l'intelligent, l'intellect. Ben, j'ai une mère qui est prof. Ok. Donc, ma mère était prof. Et donc, vous savez ce qu'on fait pour les yeux de maman. Et en plus, j'ai beaucoup de grands frères et sœurs. Donc, ma mère, elle a su nous maquer. Tant que tu ramenais pas le niveau scolaire, elle te cassait les couilles. Si tu ramenais ton bulletin tranquille, bon, elle te foutait la paix, etc. Et ma mère, elle savait nous mettre la pression pour tenir 7 enfants à la fin. C'est clair. Mon père était un peu malade à la fin, donc ma mère, elle tenait bien. Donc, oui, pour les yeux de maman, il fallait ramener les diplômes. Donc, sans trop forcer, j'arrivais à passer mes classes, etc. Sans trop d'efforts. J'arrivais et j'étais basket, foot, un peu boxe taille après c'est arrivé. Bien. Et plus l'école. Donc, j'étais déjà de spi, mais dans les activités, tu vois, le sport, l'école, le truc, j'avais pas le temps, quoi. Mais bon, c'était un peu plus dans l'amusement, vu qu'il y avait beaucoup de sport. Bien sûr. Et puis après, il y a eu cette passion du hip-hop qui est arrivée. Commençait à tourner sur la tête, le truc. On va y venir. Non, au niveau scolaire, ça allait. En même temps, comme j'avais des bons frères, des frères et sœurs qui bûchaient, quand les frères et sœurs bûchent et qui te ramènent les trucs, bon, tu vas pas être la dernière roue du carrosse, tu vas pas être le canard. La risée, bien sûr. Et j'avais une bonne formation, je pense. Je me rappelle même un truc que j'avais vu quand je suis arrivé en primaire à Sarcelles, à Jean Mermoz. Et ils étaient en train d'apprendre les divisions. Mais moi, les divisions, au niveau mathématique, en Afrique, on était en avance. En avance. Donc, quand je suis arrivé, ils apprenaient les divisions, mais moi, je connaissais déjà les divisions. Donc, ça m'a tout. J'étais un matheux. Donc, j'ai tout le temps été à l'aise en maths. D'accord. Où il y avait problème, c'était en français.
Ah, c'est excellent, c'est excellent. C'est ce genre d'histoire qu'on aime entendre. Bah oui, tu viens avec ton français d'Afrique. Bien sûr. Il est pas, justement, le français d'Afrique, il est correct, oui, très non, bon. mais oui, ceux qui savent, tu vois, les grands qui les pour trucs, ils te lisent même avec un français, avec des mots qu'on n'utilise plus dans le langage Bien d'aujourd'hui. sûr. Tu sais, mais quand tu es petit, tu n'as pas encore cette maîtrise-là. Ouais. Donc le français, tu as quelques... Je regardais, j'étais tombé sur ton ancien DVD que tu avais fait. 30 ans chrono. Exactement, exactement. Il y a Ahmed Day qui te charriait, il disait pas si, il mettait les jeans serrés, on voyait le gros portefeuille qui sortait déjà les fois. Ouais. Mais parce que j'avais mon gars, paix à son âme, Armand, avec qui on était, et nous, on était déjà dans des styles de ouf, on mettait jeans serrés, Timberland, on allait acheter des grosses baskets, des trucs, on a trouvé ça sur Paris. Non, en fait, nous, le truc qu'il y a à Sarcelles, avec Méga, on a bougé très très jeune. On voyait déjà le quartier, on se disait bon, il faut qu'on monte des petits plans à Paris, des petits trucs, petites soirées là. Tu vois très très vite, tu vois les petits dans les soirées là que tu peux voir. Hein, bah, c'était nous. On avait la chance, on avait les grands frères, qu'on arrivait même bon un peu plus tard à l'âge de 15-16 ans, on arrivait à aller dans les soirées hip-hop, etc. On arrivait à rentrer. Il y avait Gilles, le grand frère à Boubou, paix à son âme. Qui bossait chez les Buffalo, donc qui nous laissait rentrer, parce que tu connais la réputation de Sarcelles, les mecs qui voulaient pas, ils avaient peur de nous, ils voulaient pas nous laisser rentrer. Et tout, donc on était petits dans les soirées, mais personne nous cassait les couilles, nous on était dans notre coin. Et de l'autre côté, il y avait quand même les Bouboul, Kenzie, tu vois, qui étaient les grandes chez nous. Bien sûr. Et bon, même si on n'était pas avec eux, ils savaient, les Bouboul, Kenzie, tout ça, c'était quand même des amis de mes frères. Tu vois, il y a des connexions à Sarcelles, tu montes, tu descends, c'est ça. On se connaît. Tu vois, donc ce qui nous a permis d'être dans les premières soirées hip-hop, les premiers concerts, de voir des trucs, tu vois, de se bouger. Et nous, déjà, entre le style, la musique, etc., on n'hésitait pas à monter dans notre RER, bien sûr, comme tout le monde, son ticket, etc., à fuir quand il y avait les contrôleurs, etc., mais à bouger notre cul, à pas rester là à Sarcelles, etc. D'accord. Et donc, tous les gars de mon quartier, les gars de notre génération, je me rappelle même à l'âge de 15-16 ans, on avait une boîte où on allait tout le temps, c'était à La Défense, le Midnight Express. Dans cette boîte, j'avais gagné mon concours de rap, truc. J'avais 6 mois d'entrée gratuite. Tu connais? J'ai ouï dire. Donc, pour bouger, il fallait les sous pour rentrer dans cette boîte-là, et il fallait 10 francs pour le merguez frites. Quand tu sortais de là, le merguez frites de Gare du Nord. Les gars de ma génération, ils savent. Merguez frites Gare du Nord, on se retrouvait en première classe le dimanche, on revenait de notre sortie parisienne, et c'était le rendez-vous. Le contrôleur est monté, il voyait ça, il descendait, il partait, il contrôlait pas. Excellent. Et ben voilà, justement, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que tout le monde te qualifie comme étant un visionnaire. Dans le sens où, même quand tu étais dans les quartiers, etc., j'ai eu des échos, tu sais très bien. Mais tu as toujours été en avance. Tu étais l'un des premiers à avoir le permis. À l'époque, apparemment, tu roulais en Super 5. Tu t'as fait. Tu gérais même les vigiles, etc. Tu vois. Comment tu nous expliques cette vision, cette hargne? Bah, c'est parce que c'est simple. Avec... quand j'ai commencé, même avec les Moda, les Stomy, tous les gars de chez nous, on a commencé, tu sais, même dans l'histoire, même à l'école, de voir le Renoir attaché à l'arbre quand on te raconte l'histoire de l'esclavage, etc., tu dis, ah, ce Renoir-là, c'est moi, c'est quoi mon avenir? Et on était aussi fans de culture américaine. On voyait que les Américains se prenaient en main, montaient leur label, montaient leurs trucs, ils se débrouillaient. Eux, ils avaient vécu un racisme plus radical, tu vois, même jusqu'aujourd'hui, tu vois, les George Floyd, etc., ils avaient vécu un racisme. Donc, ils savaient qu'ils avaient rien à attendre de qui que ce soit, qui devait faire les choses. Et nous, en France, on est dans un truc, soi-disant, liberté, égalité, fraternité, mais on savait qu'il n'y avait pas de gens comme nous à la télé. Nous, il n'y avait pas de Renoir à la télé. On vient d'une époque, nous, où il y avait un Renoir un ou deux Renoirs dans l'équipe de France de foot. Il y avait Tigana et Marius Trésor. Tu vois? Et moi, je me rappelle, ma cousine Mpassi du Bisson-Abisso, je prends souvent cet exemple parce qu'elle disait, moi, je voulais être speakerine. Mais quand j'ai dit à ma prof, je voulais être speakerine, elle a dit, mais toi aussi, tu vois qu'il y a des gens comme toi à la télé, là, speakerine. Arrête, fais un métier comme infirmière, il y a de la place pour toi, ou aide-soignante, etc. Donc, on était vraiment dans une même ministère amer, c'est ça. Ministère amer, c'est un cri, c'est on existe, on vit comme ça, on a cette mentalité-là. Un des trucs du ministère amer, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va devenir plus tard? C'était un cri. C'était voilà ce qu'on vit, voilà ce qui se passe en bas de chez nous, voilà ce que l'autre politique il dit, mais il est ouf lui ou quoi? Il sait pas ce qui se passe en bas de chez nous. Et on ouvrait nos fenêtres, il y avait tellement de trucs à raconter que c'était pas possible. Moi, je me rappelle, en étant en bas de la tour 104 avec
avec mes gars du Carré ou de partout, on était 5, 6, etc. Le bus arrivait, on avait 15 ans, on voyait des petits de 10, 11, 12 ans qui, l'hiver, boule de neige, les parents descendent du bus, bombarder les parents. Ce vaisseau. Ou même, nous on est là, il y a les CRS en face, hein, et les petits là-bas, ils sont en train de goumer. Donc, les CRS, au lieu d'aller séparer les petits, etc., ils attendent. Ils voient les petits goumets, et dès qu'il y en a un KO, là, ils viennent, ils soulèvent le petit KO. Donc, ils s'en foutent même du goumet. Nous, on a dit, on est d'ici, un truc comme on va pas rester là, faut qu'on bouge, faut qu'on. Bien. Je crois qu'on très avait tôt cette vision. Ouais, très tôt cette vision, on savait que pour faire des choses dans notre vie, on était fiers de chez nous, hein, tu vois, on a fait des albums 9-5-200, la mentalité sarcelloise, tu sais, l'éducation de chez nous, on est assez fiers, hein, tu connais, avec les mauvais côtés comme les bons côtés, mais ça nous forge bien, on est assez fiers. Exact. Mais on savait que fallait pas qu'on reste là, fallait qu'on bouge, fallait qu'on aille chercher des trucs ailleurs, des plans à droite, des plans à gauche, etc. Bien. Et c'est ce qui nous a fait bouger dès le début. Et ta rencontre dans tout ça avec Ahmed, Stomy, Moda? Ben c'est simple. Moi, j'habitais à la Tour 104, là. Ouais. Ahmed, il habitait à 200 mètres. D'accord. Derrière le... C'était quoi? C'était un prise unique, ça a changé les boulangeries. Il habitait juste derrière là. Mouda habitait à Place André Gide, juste en haut. Bien et sûr. Stomy, c'était un peu plus haut, à la Place Charcot. Voilà. Donc, j'étais beaucoup avec Moda, Ahmed. Et Ahmed, on faisait du basket ensemble. On jouait à à Camus. À Camus, au basket, j'adorais le basket. J'étais meneur, etc. D'ailleurs, j'ai un DVD un documentaire qui va sortir où je fais parler Eddie Viator. Eddie Viator qui est devenu un des arbitres les plus, tu vois, les plus respectés de la Fédération française de basket, et qui, Eddie, Patrick, Ahmed, c'était notre équipe. Nous, on était fans des Harlem Globetrotters avant Jordan. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc nous, notre basket, il était déjà, il y avait le dessin animé des Harlem Globetrotters qui passaient, des passes derrière le dos. Donc nous, c'était le premier truc qui nous a envoyé vers la culture américaine, c'était le basket. On s'est pris pour des Curry, des Harlem Globetrotters, etc. Donc c'est pour ça que quand le rap, tout ça est arrivé, c'était normal pour nous. D'accord. Voilà. Et même par la suite, du coup, vous vous êtes rencontrés à cette période-là, mais après, ça a breaké, apparemment même sur la place des Flanades. Oui, en dessous des escalators, c'était le rendez-vous. Et là, c'était plus seulement que les gars de l'Auxerre ou de notre quartier, c'était un peu tous les gars de Sarcelles. Quand on se retrouvait sous les escalators, ben, c'est là, Stomy venait, il y avait Rico aussi, il y avait Tino, il y avait Laurent l'Américain, il y avait plein de... Tous ceux qui fait cette mouvance, on se retrouvait sous les escalators avec le poste, et sous les escalators, ça glissait. Donc, ça a tourné sur le dos, les trucs, des phases, etc. Ouais, il y a une grande histoire, il y a eu un grand début sous les escalators au niveau du break. Excellent. Mais tout à l'heure, je te disais que tu étais visionnaire, très structuré. À quel moment, pareil, vous avez décidé d'appeler des managers, Kenzie, Bouboule? Comment vous avez eu cette vision-là? C'est simple, Kenzie, Bouboule, et il y avait d'autres, hein, il y avait Hervé, il y avait d'autres Babcal, il y avait d'autres personnes. Quand on se retrouvait, par exemple, il y avait soirée, il n'y avait pas beaucoup de trucs hip-hop. Donc on savait qu'il y avait des Américains qui venaient, une journée graffiti, rap. À l'époque même, il y avait Rap Sonic, c'était même pas Raga Sonic, Rap Sonic qui rappait là, truc à Marne-la-Vallée. On dit, comment on va faire? On trichait dans le train, truc de Sarcelles, hein, les mineurs, aller jusqu'à Marne-la-Vallée, on se retrouvait au truc, on voyait les trucs, etc. Et donc, on se bougeait par nous-mêmes, mais souvent, dans ce truc-là, on voyait que nos grands, que ce soit Kenzie, Bouboule et les autres, ils étaient dans leur coin, une fois, deux fois, trois fois. Et ils avaient toujours un œil sur nous, même s'ils disaient rien, le respect, bien sûr. Tout ça. Donc, dès qu'on a commencé à se mettre en association, à 15 ans, on a créé l'association AMER. 15 ans. Ouais, c'était à la MJC, on avait la MJC, les Vignes Blanches. Voilà. Donc, on avait réussi à avoir notre salle, créer notre association, etc. Et on répétait tous les week-ends. Et on bossait avec Desch, donc on allait des fois aider Desch, donc on partait de l'Auxerre jusqu'à en bas de chez toi là-bas. Prendre Desch qui habitait à la secte, prendre les platines, les enceintes, les porter dans le bus. Déjà, moi, je suis dans un quartier où il y avait beaucoup de voleurs. Mon quartier, c'était un quartier, hein, où les mecs étaient en Lacoste de la tête aux pieds, etc. Je connais le mec qui nous disait, arrêtez vos trucs de rap, là, venez vous là avec nous. Non, c'est pas grave. Tu vois? Donc, quand on faisait ça, on croisait les bouboules, les trucs, ils écoutaient, ils nous suivaient déjà de loin, etc. Et après, dès qu'on a commencé un peu plus à se prendre, on a fait notre premier concert aussi, c'était au Forum des Cholettes. Mythique. Tu vois, voilà. Et donc avec là, la fameuse photo. Voilà. Donc là, ça commençait à se mousser, etc. Et quand on a commencé à
passait un peu à Radio Nova ou autre, on a commencé à, tu vois, à se dire, bon, on est un peu tout seul. On a voulu de temps en temps toquer aux portes du hip-hop parisien. Il y avait un groupe mouvement qui s'appelait Mouvement Authentique ou d'autres trucs. Nous, on voulait participer au concert, etc. On se bouffait souvent des portes fermées. Des portes fermées parce que, bon, tu connais, les gars de chez nous avaient marché sur la tête d'un tel, avaient truc. Donc, les grands. Bien sûr. Donc, les mecs avaient peur de pactiser avec nous en se disant, bon, s'ils ramènent les gars de chez eux au public, là, on est dans la merde. Donc, on a eu beaucoup de portes fermées. Après, on s'est dit, bon, on s'en fout. On va faire nos trucs par nous-mêmes, on va se débrouiller par nous-mêmes, etc. Et quand on a commencé à faire ça, voilà, on s'est dit, bon, il faut qu'on soit entouré. De toute façon, on est notre équipe, mais en même temps, l'apport de la vision de nos grands, de Kenzie, Bouboul, etc., peut nous apporter quelque chose. Et ils sont dedans, ils connaissent, etc. Donc, on a commencé naturellement à échanger, bosser avec eux. Ils venaient nous voir de temps en temps, on répète. Ils venaient suivre, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est professionnalisé. Quand on a rencontré notre premier producteur, qui était Mariano Boeuf, paix à son âme aussi, c'était aussi avec Kenzie, Bouboul, aller le voir, etc. Donc, les premiers trucs, on a commencé à les faire ensemble. Après, bon, ça s'était pas fait sur le premier album. Parce que... Moda, Kenzie, c'était aussi... Hein, Moda aussi, il était visionnaire. Hein, Renaud à lunettes, là, tu connais. Il était visionnaire. Donc, on a commencé à faire nos trucs aussi. Et après Moda, après le premier maxi, Traître, Moda a quitté le groupe. Donc, avec Stomy, on a dit, c'est pas grave, s'il quitte le groupe, on s'en bat les couilles, on va jusqu'au bout. Donc, nous, on devait livrer un album en 2 semaines. Et le premier album de Ministère Amer, on l'a fait vraiment en 2 semaines. Parce qu'avant, on avait bossé avec Moda, on devait faire 2 titres solo chacun, donc ça fait 6 titres, et 6 titres ensemble. Donc un album de 12 titres avec déjà une vision sur les prochains solos. Moda quitte le groupe, donc il enlève ces 2 titres. Les 6 titres qu'on a tous ensemble, Stomy et moi, tu connais, on est des Barcelone, on est fiers, on a dit, on s'en bat les couilles, on les dégage tous. Ma frère. Et tu vois, et on a truc, donc on se retrouvait à 2 semaines de livraison de l'album avec un titre déjà solo fait, l'autre pas fini. Donc on s'est retrouvé avec 2 titres finis, 2 titres en friche et un album à livrer en 2 semaines. Avec Stomy, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. On avait 17 ans, on n'a pas dormi. On a fait le premier album de Ministère Amer, le Pourquoi tant de haine, en 2 semaines. D'accord. Pour le livrer. Donc, quand tu l'écoutes, il y a des imperfections. C'est pour ça que tu le qualifies d'imparfait, cet album. Oui, mais c'était imparfait, mais on mettait quand même le pied à l'étrier. Et quand on s'est retrouvé à 2 avec Stomy, on a dit, bon, tu vois, on va sortir cet album, on va quand même aller en guerre pour imposer notre marque, notre nom, notre ville sur la carte. Et si on n'est qu'à 2 avec juste nos gars qui disent, hein, on n'est pas assez. Donc, on a rappelé Kenzie, on a rappelé Bouboul. Il y a Getch aussi, DJ Getch aussi, qui est venu. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé le titre, parce que quand il a écouté le morceau, il a dit en vérité, mais quand j'écoute nos titres là, mais, en vérité, même si on rigole, caca, ça parle de chez nous, on a de la haine quand même. Hein. Pourquoi tant de haine? Et ça, c'est même le Getch qui a trouvé bien. Pourquoi tant de haine? Ouais, on va appeler l'album comme ça, Pourquoi tant de haine, etc., pour expliquer un peu la rage qu'on avait en étant à Sarcelles, la rage des banlieusards, la rage du tchekar, tout ça, etc. D'accord. Et là, on s'est remis vraiment bien avec toute l'équipe. On a quelques petits concerts, on avait du mal, des trucs comme ça, etc. Et puis quand on a bossé, on a évolué. Et quand on a bossé le 95200 tous ensemble, tu sens que le 95200 est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus carré. Au niveau des concepts, on se prenait la tête. Mais tu vois, un mec comme Bouboul, un mec comme Kenzie, c'est des mecs qui ont de la cogite, qui ont de l'expérience, qui ont des trucs. Kenzie, il avait aussi fait des études de communication. Tu vois, donc les expériences de tout le monde faisaient qu'on a monté le niveau de ministère, tu vois. Excellent. Moi, l'album 95-200 est l'un de mes albums favoris. Moi, je veux que tu nous parles de la genèse du projet, tu vois, de la pochette à la conception du projet, comment vous avez visualisé le truc, tu vois, un été à la cité. Moi, tu vois, ça me rappelle Today Was a Good Day de Ice Cube. Tu vois ce que je veux dire ? On était de toute façon, peut-être un truc qu'on n'a pas beaucoup dit. Donc, quand je t'ai parlé de l'influence américaine, tu vois, on voyait, tu vois, nous, on est de l'époque de Run DMC et Aerosmith. Quand tu regardes de Run DMC et Aerosmith, de Run DMC, LL Cool J, NWA, tout ça. Et quand tu vois autour de Run DMC, le frère de Run DMC, c'est Russell Simon. Exactement. Tu vois, qui déjà depuis longtemps, la différence entre le hip-hop américain et le hip-hop français, c'est que dès le début, ils se sont pris en main, ils n'ont pas couru après les maisons de disques, ils ont créé leur radio, leur réseau, etc. pour pouvoir être indépendants. La différence avec le hip-hop français, c'est que quand on a commencé à briller, on a vite été récupéré. Il fallait passer par les maisons de disques pour exister. Moi, il y a un truc que je critique encore jusqu'aujourd'hui, c'est que les rappeurs, on est de cette génération, on a été très très cons
de pas pouvoir s'unir. C'est un peu comme les histoires de quartier. On va pas s'entendre de tel quartier, on va pas s'entendre avec telle ville. On a été con parce qu'on a créé un business qui a nourri ou qui a révolutionné toute la France et on n'a jamais été assez solidaires pour le créer ensemble, pour laisser les trucs de côté, pour créer des syndicats, créer des trucs. Il y a des syndicats partout. Il y a un syndicat pour le rock, il y a un syndicat pour le champagne. Il y a que dans le rap où c'est no man's land. Et ce problème-là, ça a fait la richesse des maisons de disques, des radios, etc. Tu penses sincèrement ça? Quoi? On aurait fait une radio où c'était que moi il arrivait un moment, j'avais voulu envoyer le truc à tout le monde, hein, mais j'avais dit, j'avais vu, il y en avait qui étaient assez chauds, j'en avais parlé à Kerry James, j'avais dit bon, c'est tout simple, on fait le classement des professionnels. Vous là-bas, la Mafia Qu'un Free, vous envoyez une note sur tel album. Nous, au secteur A, on envoie une note sur tel album. Marseille, ils envoient une note sur tel album. Un tel Boulogne, ils envoient une note sur tu habites Boulogne ou les gens de Boulogne envoient une note sur tel album, etc. On met toutes les notes, c'est mathématique. On fait la moyenne, ça fait la moyenne pour tel album. Si on arrive à instaurer un classement des professionnels de cette musique-là, ce classement va être la Bible. Et ce classement va influencer tout, les radios, les magazines, etc. Mais c'est un classement, tu sais, mathématique. Hein. Ayam et tous ceux-là, ils ont envoyé leurs notes. On met. SNI, ils ont envoyé leurs notes. On met. Est-ce que tu penses que c'est trop tard, là? Ben, je sais pas si les nouvelles générations sont capables de faire ça, ou nous, etc. Mais il y a des états d'esprit où les gens veulent pas se mélanger. C'est l'ère du clash, etc. Moi, malgré tout, bon, après, on rentre pas dans les histoires, on sait d'où on vient, les caractères, les égos, etc. Mais je pense que les gens se délectent de taper sur le hip-hop. Demain, on aurait été super intelligents. Même nous, nous, on s'est clashé avec les NTM, on s'est jamais entendu, on n'a jamais, à part une fois, j'ai Cool Chain quand même qui est venu avec son groupe Enhancer sur un projet à moi qui était dealer de hip-hop rock. À part ce côté-là où on a été un peu plus mûr, plus intelligent, on a souvent été dans la gaminerie. La gaminerie, c'est pas le business. La gaminerie, ça vous nique le business. La gaminerie fait que c'est les radios et les maisons de disques qui sont patrons d'une culture qui n'est pas forcément leur passion. Tu vois, moi, je cracherai jamais sur les radios parce que c'est le biz, etc., etc. Mais Skyrock, qui est Skyrap, normalement, n'a jamais mis Skyrap. Skyrock, il continue, etc. Mais c'est quand même eux les numéros 1. Et tu peux pas leur reprocher de pas avoir profité de l'émergence de cette musique. Tu vois, ils ont profité, ils ont été là, etc. Bravo, etc. Mais c'est des choses qui, quand même, on aurait été tous ensemble, on aurait pu un petit peu plus influencer. On aurait pu influencer les maisons de disques, on aurait pu influencer des trucs, on aurait pu influencer des magazines si on parlait d'un même point, tu vois, d'un même truc. Et on n'a jamais réussi à le faire. C'est un peu, ça colle aussi aux banlieues, ça colle aussi à la communauté renois. Tous ces trucs-là de manque d'entente ou de clash entre nous fait que, toi, c'est simple. Quand t'es avec tes gars, si j'ai envie de t'embrouiller, je vais réfléchir à 2 fois. Si t'es tout seul, on vient à 2-3, on te soulève. Bien sûr. C'est le truc, hein. Ce que tu fais avec un point, avec le doigt, tu peux pas faire la même chose. Et ce point-là, c'est ce qui nous a manqué dans le hip-hop. Moi, c'est ma vision. D'accord. Tu vois, donc les gens kiffent, les clashs, etc. Mais moi, quelque part, je suis un passionné de cette musique-là. Bon, ça me fait rire un moment, mais pas totalement, quoi. Tu vois. D'accord. Je suis pas là dans un truc de bisounours, etc. Mais dans un truc où on aurait été un peu plus unis. On aurait donné cet exemple à nos petits qui nous suivent. Je pense il y aurait moins de clash, moins de trucs, et on contrôlerait plus notre musique, et il y aurait plus à gagner pour des émissions comme la tienne. Regarde le nombre de disques qu'on a vendus depuis qu'on a commencé. On a vendu. Il y avait une émission sur TF1 avant même qu'on vende des disques qui s'appelait HIP, HOP. D'accord. Avec laquelle on a tous appris à briquer. Et j'adore dire plusieurs millions de disques vendus après. On n'a même pas une émission jusqu'aujourd'hui, sur une des 3 plus grosses chaînes de France. Alors qu'on est la musique qui vend le plus. Mais c'est pourquoi? Parce qu'en face, ils veulent pas. Et même s'ils veulent pas, on s'en fout. C'est à nous de créer, c'est à nous de nous imposer. Et ça, on n'a pas réussi à le faire. C'est bien dommage tout ça. Et pour en revenir, Passy, à la genèse du projet. On revient à la genèse du projet. Non, mais c'est We Hustle, c'est pas grave, ça, t'inquiète pas. On revient à la genèse du projet Ministère Amer. Beaucoup de préparation. Donc là, on avait l'équipe qui, comme je t'ai dit, on avait l'équipe qui était
monté avec donc Getch, Desh aussi derrière, Bouboul, Kenzie, Bob Cal, Stomy, moi, etc. Et donc là, de Sarcelles, on allait à Villers-le-Bel, à la ZAC, chez Getch. Chez lui, on commençait à préparer des trucs, à sampler des trucs. Getch, il nous faisait des trucs, il faisait écouter des trucs qu'il avait travaillé. Je vais prendre un exemple, le cours plus vite que les balles. Quand il nous a fait écouter le cours plus vite que les balles, il a dit, Getch, il était ouf aussi. Et Ministère amer aussi, voilà. On avait un concepteur musical. C'est un génie, Getch. Mais un génie dans son, voilà, dans sa folie. Getch, je me rappelle, il y avait un des championnats de DJ en France qu'il avait gagné. Allez, il commence à mixer comme ça. Tu sais, on était à l'Élysée Montmartre. Les DJ passent, telle note pour un tel Getch, il mixe comme ça. Déjà, il te met des sons. Black Superman, il te nique le truc. Les gens, ils crient. Il est en train de scratcher comme ça, il enlève ses chaussures, il scratche avec ses chaussures. Le public crie, waouh! Getch, c'était un ouf aussi. D'accord. Donc, on était autour, tu vois, entre la folie de Kenzie, qui est truc, Bouboul aussi, sa passion, ses références, etc. Getch, truc, Stomy, sa folie, plus moi, etc. On avait quand même un super groupe, tu vois. Ministère amer, moi, je serais toujours fier de ce groupe-là. Et aussi, on était content de raconter ce qui se passait dans notre ville. L'album, on l'appelait 95200 parce que c'est notre vision, c'est nos trucs, c'est les gars qu'il y avait autour de nous, tu connais Sarcelles, il y a les mauvais côtés, mais les bons côtés. Sarcelles, c'est prenant. Moi, toute ma vie, je serais, tu vois, même si j'y vis plus depuis longtemps, mais toute ma vie, tu vois, bien sûr, c'est en toi. Oui, c'est la formation. Il y a une base de Sarcellois en moi. Tu vois, j'en parle avec mes, tu vois, je suis connecté toujours, regarde. Bien sûr, normal. Mais, voilà, c'était une base, c'est une sorte de fierté, une sorte de truc. Bon, on y va, on s'en bat les couilles, on y va. Tu vois. D'accord. Voilà, donc c'est ça qui nous a motivés aussi. Et c'est quoi? C'était plus un succès d'estime à l'époque? À l'époque, tu vois, avant de faire, il y avait les époques où on avait commencé aussi à passer un peu en radio. Avant même le premier album, on avait fait deux, trois Radio Nova quand même, etc. Donc, on avait fait 2-3 Radio Star. On avait fait 2-3 trucs qui tournaient dans les cassettes du genre mixtape qui commençaient à faire nos trucs. Donc, on a eu la réputation, enfin, on a eu le respect un peu de notre ville. C'est déjà pas mal. Bien sûr. Le respect de notre ville, après le respect de notre arrondissement, avant d'aller conquérir le reste de la France. Donc oui, ça s'est fait petit à petit. Et franchement, c'était... on se démerde par nous-mêmes. On savait que les maisons de disques ne nous ouvriraient pas la porte. On était trop barbares, trop de trucs. On sait que le 95200, même le Pourquoi tant de haine, on le dit souvent, ça a été les premiers albums vraiment de rap de quartier. Ouais. Le rap à l'époque, bon, entre des MC Solar, entre des IAM qui étaient un peu plus intelligents, avec concept pyramidal, entre les NTM qui étaient Black Blanc Beurre, tu vois, un peu. Nous, pour nous, il y avait beaucoup de gens, pour nous, on appelait ça pas IAM, pas truc, mais il y avait beaucoup de rap, c'était du rap sur les fleurs qu'on disait. Les mecs, ils venaient rapper, ça danse, ça truc, etc. Mais nous, on voulait du message, on voulait, pour nous, le rap, c'était the message. C'était dire ce qui se passait en bas de chez nous, demander pourquoi les contrôles de police étaient comme ça, demander pourquoi quand je me faisais serrer, c'était bamboula. Moi, il y a 10 ans, j'avais mangé le bamboula, on va te renvoyer dans ton pays, pourquoi il y avait ce truc-là, demander pourquoi on n'était pas représenté, demander qu'est-ce qu'on serait demain. C'est clair. À l'époque, il n'y avait pas de modèle. Donc, on s'est construit sans modèle. On a créé un peu tout ça. Donc, c'est vrai que dans cette construction, il y a les bons côté, oui, il y a aussi des erreurs. On a fait des erreurs, mais en même temps, il y avait personne devant nous pour nous dire ne prends pas à droite, ne prends pas à gauche. On a foncé, on a fait notre truc. En tout cas, moi, je te le dis, c'était l'un de mes groupes favoris, pour pas dire le plus. Mais les gens diront que je suis pas objectif. Tu comprends? Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas connu l'époque et qui n'ont pas bien, enfin, ceux dans le rap, etc. Il y a plein de gens qui n'ont pas écouté Ministère amer parce qu'on a eu plus de succès en solo qu'avec ce groupe. C'est vrai. Après nos albums solo, on devait faire un album de Ministère amer. Mais n'a jamais vu le jour. On était devenus trop de trucs là, il y avait trop. C'est un truc qu'on regrettera, je pense, Tommy et moi, et même je pense qu'au fond Boubou, les Kenzie aussi, et Getch aussi. C'est ce 3e album de Ministère amer. Une fois que Stomy était Stomy, Gynéco était Gynéco et Passy était Passy. Là, on aurait refait un album de Ministère amer avec tout ça, mais avec la même virulence. On aurait fait très, très, très mal aussi. Assurément, c'est certain, ça. Et la grosse machine secteur par la suite. La grosse Encore machine. Une fois, tout à l'heure, je te parlais de vision, de visionnaire. Vous avez un temps d'avance. C'était un peu l'influence des Russell Simon, des trucs, etc.
tu vois, même sur le 95200, par exemple, j'ai oublié même le concept de la pochette au final. Donc, il y avait les connexions. Kenzie qui était bien connecté avec Thibaut de Longeville, avec qui il avait été à l'école, avec qui ils avaient et la conception visuelle, c'était la première fois qu'on l'a donné à quelqu'un. Tu vois, par exemple, quand tu vois l'album, le premier disque, le premier maxi traître, le logo, le savoir est une arme. Maintenant, je sais que tout le monde emploie, ils savent pas que ça vient de ministère amer. Le logo, c'était dessiné par Ahmed Day. Ah ouais. Ah oui, la photo, c'était une photo qu'on avait pris, les photos qu'on avait pris au Flanade, trucs, etc. Et la pochette, elle avait été faite en maison de disque, vite fait, tu vois, la pochette de pourquoi t'en donnais pas. Mais la pochette de 95200, il y avait un concept de couleur, noir, vert, le concept 95200 comme Beverly Hills. Bien une sûr. déclinaison, tu sais, le rap, c'était ça, tu samplais de la musique, tu pouvais sampler des idées, etc. Donc, on était plus abouti et plus professionnel sur cet album 95200. Et les seules galères, c'est que après le 95200, j'ai pas beaucoup été là pour le promotionner. On va y venir, Passy, on va y venir. Et donc, ouais, je disais secteur A, mais est-ce que c'était pas dur de travailler avec tous ces égos? Passy, des milliers d'albums vendus, Gynéco, Stomy, comment c'était les problèmes d'ego? Non, les problèmes d'ego, tu sais, l'avantage avec secteur A, c'est quand ça a marché, tout le monde avait son bise. Gynéco, il avait son bis par lui tout seul. Stomy, il avait son bis par lui tout seul. J'avais le mien par moi tout seul. Arsenic qui était signé, ils avaient leur bis tout seul. Neg Marron aussi, c'était pareil. Donc, et en plus, intelligemment, on avait toujours dit, on met pas les œufs dans le même panier. Stomy était chez Sony, donc Gynéco chez Virgin, Arsenic chez Delabel, moi j'étais chez V2, et ainsi de suite. Et quand il y avait le concert d'un, tout le monde venait, ou l'album d'un, il a invité tout le monde. Quand il y avait des trucs, on s'aidait les uns les autres. Donc c'est sûr qu'après mon album, j'étais avec Ahmed Day, Stomy sur scène, ou Stomy avec Ahmed, il fallait qu'on fasse l'album d'Ahmed Day derrière, c'était obligé. Donc moi, le but avec Ahmed Day, c'était produire son premier album, et après qu'il se démerde, qu'il monte son label et qu'il enchaîne. Pareil, on se soutenait les uns les autres. On a pris la stratégie il y en a un qui rentre, il ouvre la fenêtre pour l'autre, qui ouvre la fenêtre pour l'autre, tu sais, comme quand on rentrait dans les ressoirs. Bien sûr. Excellent. Mais du coup, c'est toi-même qui as emmené Arsenic. Arsenic, c'est tes cousins. Arsenic, c'est mes cousins, mais vraiment cousins de berceau. D'accord. Calbo et moi, on est du même berceau, comme on dit. Nos mères sont cousines sauce, donc à traîner ensemble. Donc depuis le Congo, Calbo et moi, on a dû se battre le biberon. Je pense qu'il a gagné vu qu'il est plus balèze que moi. et à l'époque, même quand on bougeait, quand on avait 15 ans, il y avait le grand frère de Calbo qui s'appelle Ngwaka. Qui, lui aussi, était dans ces trucs, quand je te dis, qui lui aussi était un peu précurseur. Donc, quand il rentrait à la maison, les Calbo, Lino, etc., ils étaient au courant, ils voyaient des trucs, etc. Et moi, quand j'allais voir mes cousins, ils me faisaient écouter leur premier kickage, leurs trucs, et je voyais déjà leur écriture de ouf. Ils étaient 3. Il y avait Calbo, Lino, et il y avait aussi TNT. Ils étaient dans la même chambre, ils écrivaient 3 macaques, disez-vous là, des rimes de ouf. Donc après, ils ont fait leur premier titre de la compilation de Desch. D'accord. L'art d'utiliser. C'était quoi encore l'art d'utiliser son savoir ou un truc comme ça, la compilation de Desch. Ils sont super bien fait remarquer. Et après, Kenzie les a mis dans le secteur, etc. Et Kenzie, il a voulu s'en occuper à fond, etc. D'accord. Et moi, pas de problème. Moi, j'ai toujours kiffé mes incous. Je sais qu'ils sont... Tu vois, moi, je considère Lino comme le rappeur le plus fort de France. Passy. Voilà, ce serait réducteur vraiment de réduire ta carrière à un seul morceau. Mais moi, le morceau par excellence, c'est le Maton me guette. S'il te plaît, raconte-nous la genèse de ce morceau. La genèse de ce morceau, c'est, tu vois, c'est les galères de nos quartiers. Je suis tombé dans un truc où c'est passé tellement vite. Tu sais, d'habitude, t'arrives à calmer tes gars, t'arrives à truc. Et le truc a été tellement vite que même moi, j'ai été dépassé, quoi, tu vois. Et je me suis retrouvé aller au EPS. Et j'étais vénère parce que c'était pas mon histoire à la base, c'était moi qui avais un truc, mais quand t'es avec tes gars, etc., ça se passe, t'es là, c'est pareil, hein. Et j'étais un peu dégoûté parce que ça fait du mal à beaucoup de personnes. Et moi, je niquais ma vie, quoi. En plus, ma vie a été niquée. Donc, de mes études, de tout ce que je faisais, bam, tu te retrouves au EPS. Et même des gens qui sont autour de toi, qui te connaissent, qui savent, qui connaissent ton fond, même si, qui se retournent contre... Donc, j'avais vraiment les nerfs et c'était une sorte d'exutoire. J'ai commencé à écrire le Matin me guette le premier jour quand tu te retrouves en galère. Et... T'as 2 stylos, un paquet de dentifrice, tu connais. J'ai coupé le carton du dentifrice
Et les premiers lyrics de Maton Meguet, c'était sur le carton de dentifrice. Donc ouais, j'ai commencé à écrire ce titre-là pour un peu... j'étais dans une galère, c'était une sorte d'exutoire. Je voulais pas témoigner forcément, je voulais, moi, noter sur le truc. J'avais pris quand même une gifle dans ma vie pour un truc qui venait pas de moi, mais bon, tu connais, hein, il y a des trucs qui viennent pas forcément que de toi. Et j'avais pris une gifle dans ma vie, je savais pas où j'en étais, de tout ce que j'avais construit, j'étais à moins 0. Et je me rappelle, je suis arrivé à Weps, et on faisait la couverture du magazine L'Affiche. Même les gars, ils étaient en train de lire le magazine L'Affiche, ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es en couverture de ce magazine, t'es là avec nous, etc. Et j'ai dit, ouais, ben, je sais pas. Tu vois, on essayait de tout calculer, mais quelquefois, il y a des choses que t'arrives pas à calculer. C'est parti tellement vite et même, je savais même pas où, tu vois, le truc s'est retourné comme ça. Et en fait, je l'ai dit dans mon livre. Le truc qu'il y avait, c'est que on était d'une génération où on était Géchard, un tel il était armé, l'autre il avait le couteau, l'autre il avait le truc, c'était normal. Bien sûr. Il pouvait y avoir une embrouille, l'autre il tire pas, tu pars au courant. Bon, il y a eu, on en rigole après. Ça passait du rire aux larmes. T'as vu notre vie dans le quartier, c'est du rire aux larmes. Tu rigoles là, t'es en bas de la contrôle de police, tout le monde court, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Donc là, j'avais pris quand même une bonne gifle et c'était une façon de respirer. Donc, j'ai gratté pendant cette période. Les 2 titres qui sont sortis de là, c'est le Maton et le Vanessa que j'avais donné à Gynéco aussi. C'est ça. C'est 2 titres que j'ai écrits. J'en ai écrit d'autres, mais dans cette période-là, c'est les 2 qui sont sortis. Passy Ghostwriter. C'est mortel. Mais toujours à propos de ça, à propos de la prison et tout, c'était quoi le regard de Tanti quand elle a vu son fils en prison comme ça, sachant que c'était une prof, sachant que toi, elle était vénère, elle était vénère, paniquée, etc. Parce que j'avais 2 trucs, j'essayais que ce qui se passe dehors n'arrive pas chez moi. Okay. Je me suis toujours battu pour ça parce que c'est vrai que ils connaissent mes frères et sœurs et ma mère, ils vivent aussi à Sarcelles, ils connaissaient les trucs, mais j'essayais de tout faire pour tu vois, moi il y a beaucoup de gens qui ils sont dans un truc, les grands frères arrivent, etc. Moi, je faisais tout pour que mes grands frères ne soient pas dans mes histoires. D'accord. Pour que les grands frères, je les avais, mais je voulais que quand ils me voyaient, c'était que du positif. Je ne vais pas appeler mon grand frère parce que j'ai une embrouille là, je faisais tout pour qu'ils ne soient pas au courant et que ça soit secret. Mais bon, bien sûr. Ils ont eux-mêmes des potes qui sont les frères d'un tel, donc ils venaient à la maison, ils me disaient, oh, c'est quoi ton truc là? Je prenais des coups de pression à la maison de temps en temps parce qu'il y avait telle histoire de la street, etc. Donc, j'ai toujours tout fait pour que, aux yeux de mes frères et de mes sœurs, je sois quand même assez propre. Ils savaient que je traînais, ils connaissaient le Tchékar, ils vivaient à Sarcelles. Mais voilà. Et là, c'était un échec. Le fait de me retrouver derrière. J'avais toujours flambé avant. Ouais, moi, je suis jamais béton. Moi, je m'en fous. Moi, je vole pas. Je fais pas de trucs. Je vais à l'école. Mais regarde, tu connais chez nous. Tu peux pas prévoir. C'est ça, exactement. Donc, c'était une grosse déception de voir aussi... T'en as parlé aussi sur... excuse-moi de te couper la parole, frérot. C'est que t'en avais même parlé dans 79 à 99. Tous ces diplômes que j'ai pas conquis. Ça. Ouais, ça m'a niqué ma scolarité. Je me rappelle à cette époque-là. T'as fait combien de temps déjà? J'ai fait 6 mois et j'ai eu un non-lieu. Parce que quand ils ont bien vu tous les trucs, ils ont bien vu que ça venait pas forcément de moi et que, tu vois, au contraire. Et ça m'a niqué ma scolarité. Je me rappelle, j'étais en BTS, en action commerciale. J'avais fait 3 ans d'internat avant, et je voyais pour faire un BTS, pour finir mon BTS et pour voir ce que j'allais faire après. Et ça m'a stoppé net. D'accord. Quand je suis sorti de là, j'étais interdit de chez nous, donc j'ai filé habiter à Lyon. Pour respirer aussi en même temps. Et en même temps, le rap, à l'époque, ça ne rapportait pas. Le rap, on avait beaucoup de galères. Ministère amer, c'était attaque de ci, mauvais truc de là. Nous, on savait qu'on avait un truc puissant, mais on ne l'avait pas transformé commercialement encore. Nous, on était les vilains petits canards du rap, quoi. À qui il fallait pas ouvrir la porte, à qui il fallait pas, ainsi de suite. Les concerts qui se passaient à l'Élysée-Montmartre avec tous les rappeurs, on ne mettait pas dedans, les rap attitudes. Donc, on s'était vite dit, on va créer notre propre truc. Et sorti de là, j'ai eu besoin de respirer parce que de nous battre tout le temps et de pas forcément gagner. Même ma nana de l'époque me disait, elle faisait ses études, vas-y, fais tes études, trouve un métier. Tu vois, même mes parents, trouve un métier. Je l'ai dit trouve un métier. Même mes parents me disaient, c'est quoi, tu vas faire de la musique? Votre musique là, vous insultez la police tout le temps. Toi aussi,
Tiens, maman, ton dit, tu vois, et j'avais calmé ma mère, même avant tous ces trucs-là. J'avais dit, bon, tiens, ça, c'est ton diplôme. Le bac, quand j'avais été à l'internat, c'était un brevet de technicien en agronomie et agriculture, parce que ma mère, le rêve d'Afrique, oh, on va rentrer au pays, il y a des terrains, si tu deviens ingénieur agronome, c'est comme un médecin pour la terre. Tu peux dire, là, on construit, là, on plante ça, là, on plante ça. C'était un peu le rêve de ma mère. Elle était prof. Tu vois, l'agriculture, on en parle encore jusqu'aujourd'hui. C'est aussi un des trucs du développement de l'Afrique de demain. Donc, elle avait aussi cette vision-là. Et moi, je savais pas quoi faire, j'avais la passion de la musique. Il a dit, OK, je vais te prendre ton diplôme. Je lui ai ramené son diplôme et je lui ai ramené le premier maxi-traître en même temps, avant mes 18 ans. À 17 ans et demi, j'ai dit, tiens, ça, c'est ton diplôme. Et tiens, ça, c'est mon truc. Ah, tu vois, elle pouvait rien dire. Tu vois, c'est comme ça que je lui ai rentré le rap. J'ai rentré mon premier disque de rap en même temps que le bac. C'est-à-dire que là, elle pouvait rien dire. C'est comme ça que j'ai calmé la daronne. Bien sûr, bien sûr. Et puis quand elle râlait, tu vois, les prémices du Bisson Abisso, je lui avais dit, un jour, tu vas voir, je vais prendre la musique là que tu écoutes là, avec tes copines et les cousines, en parlant de elle, la mère de Calbo et tout ça. D'accord. Quand même, vos musiques avec lesquelles j'ai grandi, tu vas voir, je vais mélanger ça avec le rap, je vais vous faire danser. C'était les prémices du Bisson Abisso. Bien, excellent, déjà, excellent, excellent. Et les prémices du Bisson Abisso, ça devait être dans le ministère amer. Ça allait dans la stratégie du ministère amer. Il y en a plein qui savent pas que dans l'album 95200, il y a un titre que j'ai pas sorti, qui était un titre solo que j'avais fait, qui était la reprise du titre Mario de Franco, mais version ministère amer où Mario c'était un Africain qui venait en France, qui ratait ses études, etc. Qui s'engageait dans l'armée, qui devenait, qui prenait ses grades dans l'armée. Et puis un jour il y avait une guerre entre la France et son pays d'origine. Et donc il se retrouve, on le balance en Afrique, etc. Il fait la guerre, etc. Bam bam, il se retrouve avec son arme face à son zinc. Ah ouais. Et je disais, Mario, tu fais quoi? Mario Nalembié. C'était ça, c'était... Tu vois, celui-là, il devait être dans le ministère amer dans l'album 95200. Et quoi, c'était un problème? Pourquoi vous l'avez pas mis? Les ayants droit m'ont pas donné les autorisations. J'ai demandé aux ayants droit, ils m'ont pas donné les autorisations. Donc, ça allait aussi dans la stratégie ministère amer, dans notre façon de réfléchir. Au lieu de copier tout le temps ce que font les Américains, notre rap français devait nous ressembler. Donc, avec une touche africaine pour ceux qui étaient africains, Kenzie, Boubou, Kenzie, moi, Stomy, etc. Une touche aussi antillaise, soit les dealers de zouk. On a grandi à Sarcelles. Les Sarcelles, c'est quand même, il y avait des concerts de zouk au lac de Sarcelles. C'est la ville de Cassave, Moradel, tu vois, une grosse communauté antillaise, on s'appelait tous Timal. Donc, moi, mes albums dealers de zouk, c'est mon album de zouk que j'ai pas pu faire. On a tellement dragué dans nos soirées. Nos soirées, ça passait du rap à la musique africaine, au zouk. Les gens me disaient souvent, pourquoi dealer de zouk, pourquoi? Mais c'était logique. C'est logique quand tu grandis chez nous, là, c'est logique. Bien sûr. Tu vois, moi, je me rappelle, bon, je le maîtrise plus, mais arrivé à un moment, je parlais créole. Ah ouais? À Sarcelles, on parlait. Il y a une grosse communauté, hein. Je traînais avec mes potes Jean-Luc, etc. J'allais chez mon pote Jean-Luc, etc. Et sa mère me disait, non, quand vous venez ici, je vous parle que créole. Ils me servaient nos rhums. Quand on se retrouvait dans la chambre, les premiers Nintendo, on jouait dans les chambres des potes. La daronne de Jean-Luc, elle nous parlait que créole. Créole. C'est terrible, excellent. Donc, tu vois, donc c'est normal que j'ai fait un dealer de zouk par rapport à cette éducation et mes potes avec qui j'ai traîné. Et t'as toujours également eu, Passy, cette conscience politique, tu vois, à travers Bisso. Raconte-nous, si tu veux, cette genèse. Pourquoi t'as eu ce besoin-là de conscientiser à travers ton art? Parce que c'était quand on prenait le micro et c'était pour des gens comme nous, une des seules façons de parler. C'était, pour moi, le rap avant, je le dis souvent, c'était du journalisme de rue. Raconter ce qu'on vivait et demander si c'était normal. Demander si c'était normal d'avoir ces contrôles-là, si c'était normal que ça tire en bas de chez nous, si c'était normal de tel gourmet, si c'était normal que à l'époque, Pasqua vienne et donne cette loi et nous... Tu vois, c'était une façon de aussi représenter les nôtres, de aussi dire ce qui n'allait pas, de aussi rêver d'un avenir meilleur pour nous. Nous, on n'avait pas d'avenir, c'était pas écrit. Nous, on était donc dans des cités dortoirs. Donc, notre avenir, c'était, on devait juste rester prolo, on devait juste rester dans des quartiers, juste... Non, nous, on voulait pas, on rêvait grand, on voulait aussi devenir patron, on voulait aussi voyager, etc. Il n'y en avait pas comme ça comme nous. Donc, ministère amer, c'était un cri, oui, politique, oui. Le rap était politique avant. Tu écoutes le rap d'Ayam, certains raps sont politiques, NTM, c'était politique. Tu vois, c'était un engagement. Aujourd'hui, le rap d'aujourd'hui est devenu Instagram, je veux dire, tu vois, est devenu, c'est un mélange de phases où les mecs qui sont plus gangsters que les autres, ou les mecs qui sont plus blindés ou plus bling, c'est différent. Mais le rap à l'époque, c'était un message politique. Et c'était un rassemblement, mais qui était couronné de succès aussi.
Oui. Tu vois? Oui, couronné de succès. Et en même temps, c'était... quand t'écoutais un rap d'AM, tu connaissais la température à Marseille. T'écoutais KDD, c'était Toulouse. T'écoutais NTM, c'était Saint-Denis. T'écoutais... Tu vois, c'était une sorte de façon de communiquer, etc. Bon, ça a été récupéré commercialement, mais c'était un engagement. C'était à l'époque aussi... il y avait déjà des bavures. Il y avait SOS Racisme. Et c'était une époque où on rêvait de la France de l'an 2000, où il y avait beaucoup plus de rêves. Où on disait, non, l'an 2000, il va y avoir des voitures qui volent. Bien sûr. En l'an 2000, on va être... Non, en l'an 2000, ce sera plus... liberté, égalité, fraternité, ce sera mieux. En l'an 2000, ils vont mieux nous accepter. En l'an 2000, il y aura plus de racisme. En l'an 2000... Regarde, en l'an 2020... C'est clair. il y a des Adama Traoré, des George Floyd des États-Unis, etc. Non, nous, on rêvait que la situation change. Et tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, même dans les manifs de Gilets jaunes, il y a souvent, on m'a dit, mettre le titre émeute. C'est rien, tu vois. C'est vrai. Et moi, je me dis, mais bon, c'est les Gilets jaunes qui ont repris ça. C'est-à-dire que notre situation de banlieue à l'époque où on râlait, que c'était pas normal, que c'était des zones de non-droit, ça s'est étalé à toute la France. C'est clair. Ça veut dire qu'il y a même des médecins qui vont aller râler, ils vont mettre émeute, ils vont avoir envie de brûler, ou le sacrifice de poulet, ils vont le vivre. En médecins, avocats, les infirmières qui râlent, ils vont doser, mais c'est compliqué. Donc, c'est un message qui peut-être a été critiqué à l'époque, mais qui, au final, touchait tout le monde. Tu vois, le mal de ces banlieues-là a découlé sur toute la France. Donc, moi, je me demande quand est-ce qu'on va régler ça. Et quand je parle avec des gars, bon, maintenant on est connectés, on est grands, on a des gars, des politicards, on connaît des députés, des gens qui sont passés à droite, tu vois, qui ont fait leur truc dans leur politique, avec qui on a bossé ou grandi ou autre. Et la réflexion est plutôt, oui, c'est des zones de non-droit. Vous criez, vous croyez que les gens n'étaient pas au courant, les gens sont au courant et ils le font sciemment. Il faut qu'il y ait des pauvres pour qu'il y ait des riches. Hélas. C'est économique, c'est exactement ça. Voilà, il faut que... Voilà. C'est exactement ça, Passy. Et pour revenir toujours sur le Bisso, en fait, ce qui était très fort chez vous, c'est que c'était le rassemblement, pas que du Congo, de l'Afrique, de manière générale. Moi, je pense... Tu sais, c'était au début, quand on a fait Bisso, c'était vraiment par rapport au conflit qu'il y avait au Congo. Oui, ça, je sais. Tu vois, au début, je me suis dit... Bon, attends, je me suis dit, j'appelle les Incoarceux. Il y a Benji qui est là, la cousine Mpassi qui cartonnait avec Melgrove. Après, j'avais rencontré les gars du 7-7, les White Spirit, les Mystiques, j'avais kiffé les jumeaux, les deux balles, leur folie sur scène. Je me suis dit, bon, il y a les gars de chez nous, c'est sûr, mais on va élargir. Comme ça va pas rester sectaire, ça va pas être que secteur A, que la sec, que les gars de Sarcelles. Ça va pas être que ça. On va élargir pour que le message soit plus truc. On vient un peu de régions différentes, etc. On va dire que tous ensemble, on peut faire quelque chose, Bissona-Bisso au Congo. Quand on a fait ça soit des gars comme même Kenzie, même Patou, même on dit mais Bissona-Bisso, on dit pareil au Cameroun. C'est ça. Bissona-Bisso, ce que vous dites dans Bissona-Bisso, c'est ce qu'on vit au Cameroun. Ahmed, il va te dire au Mali, c'est un peu pareil. Donc les premiers titres de Bissona-Bisso, l'union, le rassemblement quand on a eu à faire l'album après, on a vu que c'était un message qui concernait le Congo, mais pas que le Congo. Donc, c'est pour ça que sur l'album de Bisso, on a invité plein d'artistes de tous les pays d'Afrique. Et même les clips aussi, que vous avez tourné un peu partout. Tata Nzambé, c'était au Sénégal. Bisso, c'était en Côte d'Ivoire. Après, dans la peau d'un chef en Afrique du Sud. C'était en Afrique du Sud, super. On l'a tourné quand on a gagné le Cora, quand on a rencontré Mandela. On a notre photo avec Mandela. Et on a tourné à Sun City. Sun City, c'est Disneyland à l'africaine. C'est où ils ont tourné le film Un prince à New York. Le royaume de Zamunda. C'est là. Tu rentres, c'est vraiment un hôtel, je sais pas si c'est 6 étoiles, mais avec des éléphants empaillés. Je me rappelle, t'es dans une chambre, les chambres l'hôtel est rond comme ça, t'es dans une chambre, et il y a le dehors, en face de ta chambre, c'est carrément comme une petite forêt. Donc on te dit ferme ta chambre parce que les singes peuvent rentrer dans ta chambre, les oiseaux, les trucs, il y a des biches, des trucs. C'était un truc ce qu'on pourrait faire de l'Afrique si l'Afrique était une grande royauté, c'était le Wakanda avant Wakanda, avant l'heure. Mais tu vois, Sun City, c'était vraiment un schéma d'une Afrique super puissante avec des cornes au mur, des flammes, des trucs, etc., des piscines à vagues à l'époque, etc. Et je me rappelle, tu rentrais dans l'hôtel. La réception est là, tu te retournes, derrière c'est un casino. En face de la réception. Il y a plusieurs hôtels comme ça, donc c'était vraiment un truc de fou. Et quels ont été les retours, Passy, sur le Bisso, sur le Bisso, le retour du peuple,
du peuple congolais. C'était un truc de ouf. Le peuple congolais nous a donné beaucoup de respect, énormément de respect. On a fait des concerts au Congo, c'était plein. Il y a des images qui ont été tournées, le film n'est jamais sorti. Il y avait Claire Denis qui était venue, qui nous a suivis, qui a filmé. Il faudrait qu'on retrouve ces images-là un jour. Le concert du Bisso na Bisso au Congo, c'était un truc de ouf. On a chanté au milieu d'une place, il y avait des gens partout sur la place, sur les maisons, etc. Pour sortir de là, on nous a mis dans un camion, du monde sur le camion. C'était, les Congolais nous l'ont rendu, nous l'ont bien rendu. Les Congolais ont été fiers de ce qu'on a fait et ils ont été là. Qu'on critique un peu la politique ou qu'on critique pas, je pense que même les politiques ont dit non, Bisso na Bisso. Il y a des petits trucs quand tu fais dans la peau d'un chef et que tu racontes un peu les détournements de certains trucs, etc. Bien sûr qu'il y en a qui peuvent mal le prendre, mais au fond, tout le monde savait que on rappait sur des choses un peu vraies et que sur l'autocritique, tu vois. Donc on a quand même été, bon, j'ai eu 2-3 coups de pression, mais on a oui, c'est vrai. De qui? On est chez We Hustle. De ceux qui, des patrons. 2-3 coups de pression, mais en même temps, de l'autre côté, ils m'ont quand même donné du love parce qu'on a milité pour le drapeau, on a milité pour le Congo, on a milité pour l'Afrique. Et ça, ils nous ont quand même accueillis, bras ouverts. Et le Congo, le Congo, la France, c'est comme papa et maman. Tu peux pas, pour moi, je peux pas me séparer ni d'un ni d'autre. Je suis très fier de ma vie en France, etc., de Sarcelles, de rap, de ce que j'ai fait ici en France. Mais je pourrais jamais oublier ma terre natale. Et quand je vais au Congo, c'est un bain de... Et tu pourrais, toi, t'installer en Afrique, parce qu'aujourd'hui, on voit des artistes comme Youssoupha, Gims. J'ai failli, j'avais un projet de monter un grand studio, le grand studio panafricain de la musique à Brazzaville. C'était mon grand projet. C'était quelle année à peu près? Il y a une dizaine d'années. J'avais même emmené M6 là-bas, on avait filmé, etc. Il y avait le projet qui devait se monter. J'ai eu quelques galères, donc ça n'a pas pu se faire et ça m'a... Tu vois, j'ai pris un petit coup quand même. D'accord. Voilà. Mais j'ai beaucoup rêvé, pensé à aller m'installer, à aller faire des choses. Mais notre Congo-Brazzaville, le système va un peu toujours dans un sens, quoi, tu vois. Et donc, où tu bosses avec les politiques, tu pactises et tu rentres carrément dans le mouvement. Où tu es à côté. Et moi, je m'en fous. Moi, je voulais être avec tout le monde, que je voulais être avec le peuple. Et ça n'a pas l'air possible encore. Où tu es à droite, où tu es à gauche. Et ça me saoule, moi. Bisso na Bisso, quand on a fait Bisso na Bisso, c'était pour tout le monde. J'allais dire les bons comme les mauvais, les politiques comme le peuple. Moi, je m'en fous. J'ai plus une vision de rassemblement. Parce que vu d'ici, le Congo, au centre de l'Afrique, l'unité congolaise, l'unité des deux Congos, plus l'unité africaine, le panafricanisme, moi, c'est mon rêve. Donc, d'avoir juste des conflits intra-ethniques. Oh, l'autre est du Nord, l'autre est du Sud, l'autre est truc. Ça me saoule, alors on est tous Congolais et qu'il faudrait dépasser les trucs. Et tout le monde aurait beaucoup plus à y gagner. Moi, c'est un peu le message que j'essaie de donner avec Bisso. Mais comme c'est dur, les trucs, lui, c'est tel truc, telle ethnie. C'est comme si, tu vois, c'est comme si tout, les Marseillais sont comme ça, les Parisiens sont comme ça. En France, ça va, c'est un pays qui avance, etc. On peut se permettre, les Corses sont comme ça, les trucs, ça va, tout le monde vit. Mais quand tu es dans un pays où il y en a qui ont besoin de, tu vois, où t'as besoin de sortir du joug de la colonisation, de la néocolonisation, de l'influence de l'Occident, quand tu as besoin d'être fort par toi-même, d'avoir ta propre monnaie. Moi, c'est mes rêves, d'être dans des trucs où on dit oui, merci le franc CFA, oui, la France, oui, hein. Ça me fatigue un peu. Tu vois, je pense que j'aurais eu certaines paroles où il y en aurait qui auraient eu, tu vois, au Congo, il y en aurait peut-être certains qui auraient envie de me mettre à gauche parce que je joue pas forcément le jeu à fond. Mais quand j'arrive au Congo, quand je fais des trucs, s'il y a le président, je respecte papa président, etc. Hors des trucs, parce que c'est la génération de mon père. D'ailleurs, il veut le président Sassou, je l'appelle pas monsieur le président, il veut qu'on l'appelle papa président parce que c'est vrai. Au Congo, on n'est pas beaucoup. Il est président aujourd'hui, mais il a connu mon père et sa femme a connu ma mère. Ils ont été dans les mêmes écoles. Tu vois ce que au Congo, il y avait par exemple une école. Donc, je comprends mieux pourquoi c'est un peu plus difficile pour toi là. Oui, non, mais même, il y a un des ministres, c'est mon cousin. Après que tu sois d'accord politique ou pas politique avec lui, etc., mais ça reste ton cousin.
Tu vois, donc par respect, moi, quand j'y vais, hors politique, je vois. Quand il y a une D'accord. action à faire avec le gouvernement, pour le peuple. Et la dernière, la dernière fois, Action. par exemple, on a fait un truc, il y avait les jeux les jeux d'Afrique qui se déroulaient au Congo. Ben, j'ai participé, j'ai fait des trucs, j'étais avec plein de gens d'ici, des sportifs d'ici, etc. J'ai emmené, on a vu le truc officiel. Quand il y avait le boss, on desserrait là. Tu vois, je le fais le truc, que tu sois d'accord ou pas, je m'en fous, moi, politiquement. Moi, je fais ça pour le peuple. Et moi, mon rêve, c'est que ceux du Nord, ceux du Sud vivent tellement, de l'Est, de l'Ouest vivent tellement bien ensemble que le Congo soit puissant, qu'il y ait une fierté congolaise et une fierté même africaine qui va au-dessus de ça. Donc, les petites guéguerres, moi, c'est pas un truc qui me, tu vois, voilà, c'est le seul petit. Mais sinon, j'adore mon bled et j'aimerais tellement, il y a tellement de trucs à faire. Et il y a tellement même de talent. Moi, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Pourquoi tu fais pas assez de trucs au Congo? Pourquoi tu fais pas? Bah, parce que c'est pas souvent évident. Hein. Et, Voilà. et Pafi, tu penses quoi, toi, de la polémique qui dit que les rappeurs congolais et de Kinshasa ne prennent pas position ouvertement sur ce qui se passe dans leur pays? Bah, tu sais que c'est très, très dur. OK, il y a cette polémique-là. Il y en a qui râlent parce qu'il y a certains musiciens qui vont prendre des billets à droite, à gauche, etc. Mais moi, je veux vous dire un truc. Moi, je rappe ici, etc. Quand j'ai besoin de faire un concert au stade de Brazzaville, si j'ai pas les autorisations des officiels, si j'ai pas... mais tu passes pas. Comment tu es un artiste et que tu vas exister dans un pays et vivre dans ce pays, gagner des sous dans ce pays en critiquant ceux qui ont les clés de tout. Tu peux pas. En tant qu'artiste, c'est très, très dur parce que y a des artistes engagés politiquement qui risquent leur vie, qui meurent, etc. Il y en a plein qui ont tué dans des pays ou qui se retrouvent en prison dans plein de pays. Ça soit de la Tunisie à l'Afrique du Sud. Ça. Mais en même temps, qu'on critique ceux qui pour vivre acceptent le concert du fils d'un tel ou acceptent tel truc, mais c'est leur gagne-pain quand même, malgré tout. Donc, ils pourraient dire OK, j'accepte pas, OK, c'est de la politique, j'y vais pas. Mais est-ce que ceux qui posent les questions là, c'est eux qui vont les payer, c'est eux qui vont s'occuper de leur vie, c'est eux qui vont s'occuper de leur famille, c'est eux qui vont s'occuper de leur art, ou ce chanteur ou rappeur doit plus rien faire parce que la politique n'est pas bonne et mourir ou aller travailler à l'usine ou aller travailler dans les champs pour gagner sa vie? S'il peut chanter, etc., il doit chanter pour le peuple. Normalement, les artistes, même si l'engagement est important, mais un artiste oui, c'est important. Mais moi, je sais tout ce que j'ai fait en Afrique. Si t'as pas les officiels, tu fais pas. Moi, Bissou Nabissou, le peuple me demandait pour toucher le peuple si je devais dire salam alaikum, serrer la main d'un tel, etc. J'allais, je le faisais parce que le plus important, c'est le peuple, que tu puisses passer ton message au peuple. Donc, oui, de prendre tel coup de pression, d'aller serrer telle main, de respecter. Je vais venir chez toi, que je sois d'accord avec toi ou pas. Je vais venir, je vais chanter dans ton salon sans te dire bonjour en parlant mal de toi. Mais tu vas me prendre, tu vas me balancer par la fenêtre. C'est logique. Bien sûr. Donc, ces artistes-là, bien sûr, il faudrait de l'engagement qui trouve les moyens d'influencer les choses. Mais tu vois, c'est sur une ligne, quoi. Faut être très, très fin. Donc, les artistes africains dans certains pays peuvent pas dire merde à la politique parce que c'est ces politiques-là qui tiennent le pays, qui tiennent les salles, qui tiennent le truc. Et s'ils veulent évoluer dans leur musique, bah, ils sont obligés de, quand même, serrer les pattes. D'accord. Ouais, ben, du coup, en te disant ça, je pense notamment au concert de Fally qui a été perturbé à Bercy. Ouais, mais tu vois, en même temps, moi, je suis un militant, donc j'aime le fond des combattants parce qu'ils veulent un meilleur avenir pour le Congo, bien sûr. Donc ça, je suis d'accord avec lui. Mais c'est comme il y avait une règle qu'on se disait souvent avec Ministère Amer. On peut se battre par rapport au communautairement parlant, on peut se battre pour notre communauté. Il y a des frères qui peut-être qui seront dans l'erreur, mais c'est pas à nous de casser le frère qui est dans l'erreur, tu vois, quand je me retrouve avec un gars en télé, même si je suis pas d'accord avec lui, ça m'est déjà arrivé, je dis, je suis pas d'accord avec toi, moi j'ai mon point de vue c'est celui-là. Mais je vais pas le casser parce que malgré tout, même s'il est dans son truc, ça reste un refrain. Bien sûr. Donc, fallait malgré tout on empêche ses concerts, etc. Mais c'est malgré tout quelqu'un qui représente quand même la culture congolaise et qui la représente à travers le monde, etc., etc., etc. Il va et chante aux États-Unis, il va et chante dans tous les autres pays, etc., partout en Afrique, etc.
Ouais, voilà, c'est assez dur oui, peut-être lui demander d'être plus engagé, d'avoir une fondation, de s'occuper des jeunes en Afrique. Je pense qu'il y a des trucs qu'il fait, hein, je suis pas au courant de tout ce que fait Fally, mais il y a des trucs qu'il doit faire pour le peuple, etc. Mais lui demander de politiquement se lever contre les trucs, c'est pas un politicien, tu vois. Lui, malgré tout, c'est aussi son métier. Donc, il chante pour tous ceux qui l'écoutent. Et tous ceux qui l'écoutent, il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Congolais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, il y a des Ivoiriens. Donc, il ne peut pas forcément se lever contre le gouvernement et le faire, tu vois. Même Youssou N'Dour au Sénégal, lui, il est rentré carrément en politique et est devenu ministre pour essayer de changer les choses. C'est clair. Mais c'est pas aussi simple, c'est pas facile. C'est pas facile. Même Youssou N'Dour qui a pris son engagement politique, il a vite laissé, il est revenu dans le business. Hein. C'est vrai. Parce que la politique, il n'a pas eu que des partisans. Voilà. Tu vois. Vrai, donc, c'est pas forcément, vous avez poussé Fally à faire de la politique, c'est pas son truc. Fally, c'est un chanteur, un danseur, il kiffe ça, il crée son truc, faut le laisser, faut profiter, faut pas lui demander ça. Faut demander aux politiciens de faire la politique et aux chanteurs de chanter sans politique. Enfin, normalement. Alors que nous, on vient d'un rap un peu engagé, et le rap, c'est un peu plus engagé. Complètement. Mais voilà, on sent ce côté politique qui est ancré en toi. Je sais qu'aujourd'hui, il se passe des choses très graves au Centrafrique. T'es impliqué, ça te touche. Il y a des choses qui se trament. Est-ce que tu peux en parler? Oui, on est en train de faire un titre. C'est mon pote Yuri, encore de Sarcelles, bien sûr. Qui est centrafricain et qui est venu me demander un coup de main pour un morceau un peu qui unifierait plusieurs artistes centrafricains pour la paix en Centrafrique. Ouais, moi, tu sais que je suis dans le panafricanisme, donc oui, je donne un coup de main. Et là, on est sur un titre où on réunit plusieurs artistes de Centrafrique. On en met deux, trois autres d'ailleurs, d'autres pays, pour envoyer un message aux Centrafricains pour la paix, l'unité, etc. Parce que si la Centrafrique est mieux, ça influence aussi toute cette région-là. Donc, on a besoin de nos frères aussi centrafricains. Donc, si je peux le faire, si je peux participer, j'ai participé à des trucs pour d'autres pays. Donc, oui, pour la Centrafrique, avec mes potes centrafricains. Mon guitariste est centrafricain, celui avec qui je monte, qui s'appelle Saladin et tout. Tu vois, donc on en a beaucoup parlé. Yuri m'en parle aussi, etc. Bon, ils veulent faire un truc, je vais avec eux, je donne ma force. Belle initiative. C'est important. Belle initiative, mon bro. C'est excellent. Je veux qu'on switch un petit peu. Passer le ghostwriter. Voilà. Il n'y a que maintenant que tu dis ouvertement que c'est toi qui as écrit le morceau Vanessa. Oui. Pourquoi? Si, enfin moi, les gens autour... Mais je vais pas les béflants. Les gens... Non, les gars autour de moi... Il y en a qui ont flambé pour moins que ça. Ouais, les gens autour de moi le savaient. Est-ce que ça le fait, c'est toi aussi? C'est tous les deux. Gynéco, il a une plume aussi, tu vois. C'est simple, je vais raconter le truc. Quand je suis sorti de mes galères et tout, je me suis retrouvé en studio avec Mariano, etc. Donc, quand j'ai rappé tu vois, il y avait des sons comme ça, je m'amusais, je testais mes raps au studio, etc. J'ai commencé à kicker le Vanessa. Gynéco, il a kiffé le morceau, il a dit « Ah, non !» Et moi, j'étais là, je savais que son album se faisait. J'ai dit, bon, il était plus près que moi. J'ai dit, si tu veux, tu le prends, etc. Il me dit, je prends le titre. Il a pris le titre. Il a rajouté, dis-moi pourquoi, hein, deux, trois trucs aussi dans le concept. Au début, c'était je veux une tasper le morceau. Je veux une tasper. Sarcelles, tu connais. Et il a rajouté le concept Vanessa dessus. Et ça fait le carton. Son premier album à Gynéco, ça reste jusqu'aujourd'hui un des meilleurs albums de rap, Westside, commercial, etc. Son album est une tuerie. Viens voir le docteur, les passements de jambes, les Est-ce que ça le fait, les Vanessa. Son album est classique, tu vois. Et j'étais content parce que Gynéco, c'est, allez, je veux dire, mon fils à 30%, à 70% Stomy, et je dirais à 30%. Donc on était content qu'il finalise ce projet. On l'a poussé derrière le micro parce qu'on avait vu qu'il avait une fêlure au niveau de l'artistique, au niveau du truc. Il était là, tu vois, ses premiers textes qu'il écrivait, on disait, oh, le gars est fou. Tu vois. Donc on savait, Gynéco, comme disait Stomy dans une interview, c'est une sorte de revanche du ministère amer. Il nous a vu goumer, il nous a vu nous prendre la tête, il nous a vu truc, il a dit, oh là là, les gars, même s'il est capable, Gynéco, les gens le voient comme ça, il met des coups de chaise. Non, ils savent, c'est pas grave. Donc, comme tu vois, Gynéco, c'est un peu, la revanche du ministère. Nous, on était barbares, lui, il est venu dans le commercial, etc., mais toujours avec une, tu vois. Avec son style. Avec un côté rude dans sa poésie love. Tu vois, poésie love, mais urbaine, straight. Première consultation, classic shit. Classic shit. Et un truc, première consultation, normalement, Dr. Dre devait être dessus.
C'est ça qu'il a raté. C'est ça que moi, je lui reproche Aïe, aïe, sur ce pourquoi ça putain s'est pas d'album. fait? Ah, je sais pas comment il a géré ça au studio là-bas. Purée, mais Il a, bon. il a peut-être fait son gynéco devant Dre. Dre était pas prêt. Il a dit, ah, avec Dr. Dre, ah là là, c'est arrêté encore plus légendaire. Mortel. Ouais, je te disais, pour finir, l'émission touche à sa fin, mais je voudrais saluer encore ta vision. Dealer de zouk, dealer de raga, hip-hop rock, featuring avec Johnny Hallyday, Calogero. Voici. Non, mais tu vois, le Calogero, par exemple, quand j'ai fait ce titre avec lui, je me disais, mais comment ça se fait que depuis longtemps, on n'a pas de titre comme ça qui mélange. Tu vois, Run DMC, Aerosmith, c'était déjà, ils mélangeaient le rap avec le hard rock. Et tout, qui fait ce morceau-là, dès que ça passait, quelquefois se retrouver en vacances, dans des soirées, il passe pas de rap, tu galères, t'entends la techno et tout. Et un des seuls rap qui passait, c'était Run DMC à Aerosmith. Donc, plusieurs années après, on m'a dit, je dis quoi? Dans France, on n'a jamais fait de titre où on mélangeait, on cassait un peu les frontières. Bah oui, avec Calo, comme on s'est entendu, je savais que le Face à la mer allait casser quelques barrières. Quelques seulement? Oui, beaucoup de barrières. T'es trop humble, toi. Beaucoup de barrières Ouais. et trucs. Et le titre avec Johnny, c'est un titre que je devais faire pour Dealer de hip-hop rock. Ok. Tu vois, c'est un titre sur cette compilation. Donc, j'ai essayé d'avoir Johnny par le biais des maisons de disques, etc. Que dalle. Une éditrice, Madame Molcook, avec qui je bossais, avait bossé avec Johnny, etc. Je lui faisais écouter le projet. Elle m'a dit, ce son est trop bien. Hein. Je dis, ouais, ce son, je voulais le donner à Johnny, mais je passe par un tel. Hein. Ils sont en train de béflan, du genre... Il m'a dit, mais attends, mais moi j'ai bossé avec Johnny, attends, je l'appelle tout de suite. Il a appelé, il a dit, je suis passé ministère. Mais attends, j'ai tel titre, etc. Il voulait faire avec toi. Hein. Johnny a dit, vas-y, envoie. Il a envoyé, il a écouté le titre, il a dit, direct, je le fais, etc. Et on a fait le titre. Et ils ont pas fait. Johnny a dit non. Enfin, son équipe a dit non. Ça sort pas dans votre copile, ça sort dans son album. Donc c'était normalement un single de Dealer de hip-hop rock. Mais j'aurais galéré, Universal m'aurait fait galérer pour les autorisations. C'est grand Johnny quand même, tu vois, on m'aurait fait chier. Donc le plus simple, c'était que ça soit dans son album. Et la belle promo, clip sur TF1. Voilà. C'est moi qui ai fait le clip aussi. C'est un morceau où j'ai été fait en 360. Je réalise beaucoup de clips, au fait. Les gens ne savent pas. Tu vois, 79 à 99, c'est moi qui l'ai réalisé. Ah ouais. Même le temps passe avec Johnny, c'est moi qui l'ai réalisé. J'étais content parce que c'est un morceau. J'avais commencé à bosser le son avec Elio. D'accord. J'avais écrit beaucoup les paroles, etc. Stomy est venu. Hein, j'avais écrit les paroles un peu pour Johnny et pour le truc. Stomy est venu à écrire un peu aussi parce que c'était bien aussi qu'il y mette sa touche. Et j'étais derrière la vidéo. Donc c'est vraiment. Et c'était mon projet à la base. Hein, bon, même si c'était un album de Johnny, c'était le projet que je produisais. Donc c'était avec l'expérience, j'avais une capacité de faire une prod en 360 comme ça, son, musique, image, etc. Et j'avais la team avec mon label, je pouvais tout faire. C'est un peu avec l'expérience, tu vois. Nous, on s'est construit depuis le début, mais à force, on a pris de l'expérience. Donc oui, être derrière la caméra, c'est un truc que j'aime aussi. J'ai fait une quinzaine, les gens ne savent pas jusqu'à aujourd'hui. C'est un des trucs que tu disais, tu dis pas beaucoup. Ouais. Je suis beaucoup derrière la caméra, ouais. Une quinzaine de clips, ouais. L'Altesse double S. C'est excellent, c'est excellent. Et les projets futurs, Passy? Projet futur, j'ai un film qui va sortir, qui devait sortir là, maintenant, au Festival de Berlin, qui s'appelle Le Prince, dans lequel j'ai le premier rôle. Et je le partage avec une actrice autrichienne qui s'appelle Ursula Strauss. C'est un film qu'on a tourné en anglais. C'est un film que j'ai tourné à Francfort et à Berlin. C'est l'histoire d'un Congolais qui vient d'une famille dans la zone des diamants là-bas, qui veut aller en Espagne pour faire son business de diamants, qui se retrouve en galère sans papier, et puis il arrive à se retrouver en Allemagne. Et en Allemagne, bon, il est sans papier, mais avec ses diamants. Donc, entre le système des Renois, etc., et il tombe sur une Allemande avec qui, voilà, il commence à sortir, il tombe amoureux, et il y a le choc de culture. Les Renois de l'autre côté lui disent, c'est une babtou, vas-y, prends-lui son argent, tu sais, sans pitié, quand tu es sans scrupule, tu n'as pas de papier, que tu laisses des bris, il se dit, Et donc, il a 2-3 gars autour de lui comme ça, chelous, avec qui il faisait du bise, bien sûr. Mais quand il se retrouve dans l'histoire, il commence à lui dire, bon, toi, tu pars en couille avec ton Allemande, là, vas-y, qu'est-ce que tu fais, etc. Et de l'autre côté, l'Allemande, quand elle va dans son milieu, elle dit, bon, voilà, ça, c'est mon mec, mon Renoir, etc. Il est dans le diamant, ils disent, t'es sûr, ton Renoir, allez, arrête. Donc, le racisme, des deux, pas le racisme, mais la vision des deux côtés un peu différente, etc. Choc de culture. Donc, c'est un film qui, je pense, va faire parler en Allemagne, qui peut toucher aussi en France, parce que ça parle de métissage, des bons côtés, du mauvais côté, et qui touchera les Africains, parce que c'est ces histoires d'Africains qui partent à la conquête de l'Europe, avec les bons côtés, les mauvais côtés, les couples mixtes, etc. etc. D'accord. Voilà. Assurément, en tout
cas, on restera. Ça s'appelle Le Prince. C'est Le un film Prince. réalisé par Lisa Biarwitch. D'accord. Bah, assurément, on restera à l'affût. En tout cas, Passy, au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous tenons sincèrement à te remercier. Sache que c'est un honneur. Comme je te le disais tout à l'heure en off, tu es une living legend pour nous. Tu vois, honnêtement. Et ça, je pense que tu n'en as pas conscience. Mais tu nous as beaucoup... Ou même si on le sait, moi, je pense que il y a d'autres choses à faire après. Tu vois, le fait que de me retrouver là avec un gars de chez moi comme ça, c'est si on a pu inspirer à ce que nos petits frères fassent Absolument. encore plus de choses, etc. Notre mission, elle est là aussi, casser les frontières et que les petits frères, ils aillent encore plus loin que nous, ils fassent encore plus de choses, parce que c'est ça la vérité. C'est un relais pour que les nôtres soient mieux, pour que les nôtres, pour donner des ouvertures aux nôtres demain, pour qu'on puisse vivre de notre passion et qu'on puisse exister avec nos cultures et nos façons de penser. Et vous nous avez clairement inspiré. Ça, je te l'ai dit, face caméra. L'émission touche à sa fin. C'était le Chairman qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec l'homme que l'on nomme l'Altesse double S, Passy pour WeHustle. Peace. Oui, c'est We hustle, baby.